Podcast. En contact avec Ipto. Les secrets des rois du phoning et de la télévente. Le télémarketing est né dans les années 50 aux États-Unis. Dans le monde, des milliards d'appels sont émis tous les jours. Mais certains télévendeurs performent mieux que d'autres. Comment font-ils ? Quels sont leurs secrets ? Dans notre série de podcasts et de vidéos, vous allez découvrir pourquoi le phoning demeure un canal de vente incroyablement efficace et quels sont les outils de ces télévendeurs de génie. On vous dit tout. Mais d'abord, un grand merci à Ipto, partenaire de cette enquête. Leader européen de la fourniture de leads intentionnistes, Ipto vous permet d'optimiser l'efficacité de vos campagnes de télévente. Place à l'épisode. Fabrice Bourdi, le fondateur d'Europhone, 24 rendez-vous commerciaux pris en une seule journée. Depuis plus de 35 ans, la société Europhone aide des PME, des ETI à prendre des rendez-vous commerciaux en B2B et c'est son seul métier. Casper, LinkedIn, nomination, comment trouver des bons fichiers, les salaires de ces très grands joueurs, la difficulté à les recruter. Il évoque toutes les composantes de son métier, dont l'importance des leads et ce qu'il a découvert du profil type des génies de la téléprospection en B2B. Depuis 1988, c'est-à-dire 37 ans, qu'Europhone existe, qui a été fondé donc, je crois que c'était en décembre 87 pour être plus précis, avec une activité qui a démarré en mars 88, voilà, 37 ans, avec un concept dès le départ qui était de faire du télémarketing B2B, qui a été vraiment mon choix de départ du fait de ma propre culture, puisque ma culture était très B2B, puisque j'étais patron des ventes d'une business unit d'un groupe américain qui s'appelait Dun & Bradstreet à l'époque, qui est le leader mondial de l'information commerciale et financière encore aujourd'hui, qui a eu parmi d'ailleurs ses présidents, 3 présidents des États-Unis, président de Dun & Bradstreet, 3 présidents des États-Unis, Lincoln, McKinsey et Cleveland, je crois, de mémoire, voilà. Donc il m'avait beaucoup impressionné quand on m'a recruté, donc c'est un peu pour ça que j'ai intégré Dun & Bradstreet. J'ai fait une fonction commerciale et ensuite j'ai dirigé les ventes d'un département, voilà, de Dun & Bradstreet. Au départ, pour tout vous dire, j'avais besoin pour ma propre force de vente chez Dun & Bradstreet de soutien, de productivité commerciale. Mes commerciaux étaient très bons et je trouvais que le lundi, toute la journée, à prendre des rendez-vous était un petit peu ingrat pour eux et j'avais déjà à l'époque trouvé une petite structure dont je ne me souviens plus du nom qui faisait de la prise de rendez-vous pour mon compte. Et j'ai trouvé ça extrêmement efficace. Ça n'empêchait pas les commerciaux eux-mêmes de prospecter, bien évidemment. Hein, ils avaient leur propre prospection à faire. Mais c'était un petit truc en plus, comme dirait Artus, qui était quelque chose de tout à fait intéressant pour atteindre mes objectifs qui étaient très ambitieux de conquête de nouveaux clients. Donc j'avais pris un prestataire qui avait pris des rendez-vous et qui était en plus un prestataire qui était chez nous, physiquement dans nos propres locaux. Ben ça m'a donné une idée. Et donc j'ai créé l'entreprise en 88 avec un groupe informatique qui à l'époque s'appelait Random, qui n'existe plus aujourd'hui, et qui était un groupe qui m'a hébergé, je dirais, et qui a été longtemps mon premier client avant que je puisse m'émanciper, qu'Europhone puisse s'émanciper avec de nombreux clients B2B. Voilà. Donc l'idée en effet, pour répondre Manuel à la question, c'est effectivement au départ prendre des rendez-vous pour le compte des commerciaux terrain, non pas en substitution de ce qu'ils font, c'est-à-dire la prospection, mais en complément, en activité complémentaire. Je tiens beaucoup à cela. Il faut qu'il y ait de l'activité complémentaire. Je dirais un appui de productivité commerciale externalisé, c'est-à-dire des rendez-vous de prospection en plus. Voilà, des rendez-vous de prospection en plus. Une base de données qualifiée et enrichie, parce que la partie rendez-vous, c'est la partie émergée de l'iceberg, mais il faut considérer que le phoning, c'est aussi une collecte d'informations, et cette collecte d'informations, ça enrichit les bases de données. Et ça donne donc des éléments tout à fait intéressants pour les directions marketing qui, grâce à la collecte des phoneurs, obtiennent des noms de contacts, des emails, des portables, des situations qualifiées qui sont extrêmement précieuses.
Cette année, on fait notre quasiment meilleure année, donc ça prouve effectivement qu'on est le vent en poupe. Alors, on peut apporter des nuances, c'est-à-dire que la prospection dans le dur a pris un coup de froid, c'est-à-dire que les indices de productivité d'il y a 10 ans étaient le double d'aujourd'hui. Donc nous, on a trouvé des astuces chez Europhone pour pallier à cela, pour pallier ce phénomène, c'est-à-dire qu'on a utilisé le multicanal pour prospecter. C'est-à-dire qu'on ne prospecte plus uniquement par la voix et le téléphone, mais on a d'autres canaux, type SMS, type mail, des choses comme ça, type in-mail de LinkedIn, mais en fait, on reste en multicanal, mais c'est quand même la voix in fine qui est une fois qu'on a le décideur joint, qui fait qu'on prend une information ou qu'on puisse prendre un rendez-vous. Voilà. Alors, les téléprospecteurs sont chez nous, chez les clients, et en fait, et maintenant de manière hybride d'ailleurs. La tendance toute récente est assez amusante. J'ai des collaborateurs qui font le lundi et le mardi chez le client, le mercredi et le jeudi à notre siège à Puteaux, et puis le vendredi en télétravail par exemple. Là avec le Covid, on a vraiment révolutionné le mode opératoire, c'est-à-dire que comme tous nos collaborateurs sont équipés de PC portables et ont leurs applications CRM et téléphonie sur le cloud, eh bien le lieu devient finalement tout à fait ouvert. Donc on peut avoir du phoning dans la rue, chez soi, chez le client ou chez Europhone. Nous avons aussi un plateau à Marseille d'ailleurs. Quand j'étais recruté chez Dun & Bradstreet, mon patron qui s'appelait M. Rionier à l'époque, je me souviens toujours de son nom, m'a mis derrière un téléphone pendant une journée, et je me souviens comme si c'était hier, ma première journée de phoning, j'ai pris 24 rendez-vous. Voilà. Mais c'était une autre époque. Honnêtement, aujourd'hui, on me remettrait derrière un téléphone, je crois que j'ai un peu gardé la main, mais j'en prendrais 3-4, pas plus. Voilà. Et ça serait déjà beau. Et ce serait déjà pas mal. Voilà. Oui, il y avait déjà de la concurrence à l'époque. On était tous des petits fous. Là-bas, tout le monde nous prenait pour des tarés. Mais ce métier s'est lancé. Et je voudrais revenir sur l'idée que le télémarketing est à bout de souffle. Non, le télémarketing n'est pas à bout de souffle parce qu'aujourd'hui, le télémarketing, c'est de l'appel sortant en call calling, certes, qui est quand même majoritaire, mais on fait beaucoup de calls sur du lead marketing. C'est-à-dire qu'on fait aussi de l'appel sortant sur du lead marketing entrant. Voilà. D'accord. Ça, c'est la nouvelle tendance très puissante qui cohabitent avec le call calling. Ça, c'est un premier point. La deuxième tendance, c'est que nos amis des bases de données, on est en partenariat avec Nomination, avec Altares, des entreprises comme cela, eh bien, cette data est devenue tellement intéressante, tellement riche avec des numéros de portable, dans une base de données qui s'appelle Casper, par exemple. Nous avons donc de tels éléments d'information sur les décideurs que cette information nous aide à toucher de manière pertinente les décideurs, et donc on retrouve de la productivité grâce à la richesse de la data d'aujourd'hui qui n'existe pas à l'époque. Nous sommes à peu près à un effectif actuellement de 133 de mémoire au moment où on se parle. D'accord. Des salariés en CDI, des intérimaires, tous en CDI. Ils ont 4 niveaux d'expertise, qui va du junior jusqu'au très senior, on va dire. Voilà, 4 niveaux d'expertise, 4 prix donc sur le marché, bien évidemment, sachant qu'un junior, par exemple, est payé un peu plus que le SMIC, on va dire, et jusqu'aux experts qui sont à 2, voire 2,5 fois le SMIC. Donc c'est pas du tout les mêmes personnes qui sont derrière un téléphone. Alors, le télévendeur de génie, contrairement à mes croyances du passé, il est jeune, moins jeune, il est diplômé, pas diplômé. Il y a plein de croyances qui se sont effondrées au fil de l'année. Donc en fait, c'est une affaire de personnes. Il n'y a pas de profil. Il n'y a pas de profil type finalement. Je suis très impressionné. J'ai un monsieur de 65 ans qui nous régale en productivité et en performance. Et puis j'ai une jeune fille qui vient d'arriver, qui a 18 ans, qui nous régale également. Donc vous voyez, on est vraiment très surpris. Alors, en tout cas, le point commun de ce monsieur de 65 ans et de cette jeune fille de 18 ans, c'est la posture commerciale. C'est le goût du commerce, c'est le goût du contact. Je crois que c'est depuis la nuit des temps, quand on est commercial, on adore prospecter, on adore... Quand on est réellement commercial, on adore prospecter. Donc, c'est pas un métier qu'on fait par contrainte. Certainement pas par contrainte.
Et en tout cas, ceux qui sont talentueux le font par plaisir, un peu comme le football finalement. Hein. On voit très bien les joueurs de football qui réussissent sont ceux qui aiment faire du football, essentiellement, même s'ils ont du don. Donc voilà. Et puis alors, il y a un autre aspect des choses aussi, c'est bien sûr la qualité du script téléphonique et du guide argumentaire, mais ça c'est presque secondaire quand on est très talentueux, c'est la résilience, la capacité de résister à l'échec. La résilience, c'est une qualité, il ne faut pas se mettre faut pas se mettre en colère hein, quand on a un non, et donc tourner positivement les choses, avoir cette bienveillance avec les prospects, même s'il faut qu'on soit dynamique, il faut avoir de la bienveillance avec les prospects, admettre l'opinion négative, reformuler, voilà, c'est ça qui fait le secret des télévendeurs de talent. Voilà. Beaucoup d'énergie, de la résilience et une posture commerciale. Ce sont des gens qui arrivent à faire 3 fois l'objectif de leurs petits camarades, dans les mêmes conditions. Ouais. Voilà. Et là, quand vous les avez observés, et alors, on les observe, on essaie de tirer dupliquer, tout, voilà, de dupliquer. C'est pas toujours évident de dupliquer un grand talent finalement, parce que en fait, la spontanéité, la qualité de rebond, ça s'enseigne pas. Hein, donc, il y a une sorte d'humour, de réaction qu'on n'arrive pas à transmettre. Donc, c'est un peu comme, j'adore le sport, Manuel. Donc, c'est un peu comme les grands talentueux au sport. Ils ont ce petit truc en plus, pour revenir sur l'actualité, qui fait qu'on ne peut pas le transmettre. Mais il y a des génies de la télévente. Oui, il y a des génies de la télévente. J'ai quelques noms en tête, je ne vais pas les citer parce qu'après je vais faire des jaloux chez Europhone. Donc voilà. Alors, ceux qui sont géniaux, ils nous demandent de l'argent, ça c'est certain, mais pas forcément des évolutions fortes. Je pense à 2 personnes en particulier, qui sont des femmes en l'occurrence, qui sont excellentes. Elles adorent ce qu'elles font, elles sont heureuses quand elles viennent au travail le matin. Et quand on leur parle d'évolution ou management ou créer sa boîte, comme vous le disiez, Emmanuel, c'est pas forcément ce qu'elles souhaitent. Donc on peut être très très talentueux, aimer ce qu'on fait tout au long de sa vie. Moi je suis fils de médecin, j'ai vu ma maman être pédiatre jusqu'à la fin de ses jours, elle a fait toujours la même chose, et elle se régalait, même à 70 ans, quand elle a remis son cabinet à son successeur. Voilà. Alors, il y a plusieurs facteurs pour réussir. Alors, nous, on a des approches très centrées sur la grosse PME, PMI, l'ETI et le grand compte. Donc, on a des indicateurs de très haut niveau. Donc, oui, la culture économique est absolument essentielle pour avoir un discours qui est, on va dire, de niveau équivalent à ceux des interlocuteurs que l'on vise. En tout cas, si ce n'est pas de niveau équivalent, au moins qu'il n'y ait pas trop de décalage dans les discours. Donc ça, oui, il faut... Et on peut l'avoir à 18 ans quand on a juste un bac ou il faut un... Ah non, il faut un background. Il faut un background. Je pense qu'il faut un background. La personne que je citais tout à l'heure à 18 ans, elle n'est pas sur cette cible-là. Elle est sur la TPE. Donc là, elle n'a pas besoin de culture économique extraordinaire, mais je pense aux approches ETI grand compte qui nécessitent cette culture économique. Moi, je voudrais rajouter aussi un autre élément qui est important, alors, bien sûr, qui est le fait d'être à l'aise avec les outils d'aujourd'hui. Ça me paraît essentiel. Donc, les réseaux sociaux, l'utilisation de LinkedIn, d'avoir un profil LinkedIn, parce que nos collaborateurs ont des profils LinkedIn qu'ils utilisent dans leur prospection. Voilà, donc il faut quand même être à l'aise avec les outils actuels, l'informatique en général, et puis la rapidité de saisie. Enfin, il faut des éléments d'aisance avec les outils d'aujourd'hui. Voilà. Nous, on utilise aussi l'intelligence artificielle, donc il faut, dans l'élaboration des textes, dans la saisie des conversations téléphoniques, donc il faut de l'aisance avec l'informatique et puis un petit peu d'écrit. Le phoning aujourd'hui, ce n'est pas que la voix. Aujourd'hui, c'est des textes. Et ces textes-là, ils sont préformatés pour beaucoup d'entre eux, mais on demande à nos collaborateurs de haut niveau, les seniors et les seniors plus, de faire des textes d'accompagnement, donc de customiser leurs textes. Nos clients et nous-mêmes construisons la maquette du texte, mais il faut que ces textes soient, je dirais, customisés. Donc nos collaborateurs savent écrire, et aujourd'hui, avec la génération qui arrive, savoir écrire, c'est un vrai challenge. Voilà. Mon calvaire d'aujourd'hui, c'est que s'il y a bien un échec chez Europhone, et j'aime bien reconnaître les échecs, c'est le recrutement. Nous n'arrivons pas, pour répondre à votre question, on a 50% de taux de chute. Voilà. 50% des gens recrutés ne franchissent pas la période d'essai. Et nous travaillons cela, mais de manière intensive, y compris avec des consultants extérieurs, et on arrive à progresser, mais de 5%, même pas d'année en année, tellement c'est difficile. Aujourd'hui, on passe des tests, effectivement, en recrutement.
On a des soft skills, bien évidemment, qui sont cernés, des contrôles de référence, on voit les attitudes, etc. Et malgré tout cela, malgré les tests techniques, on va dire des diagnostics comportementaux, on a tout de même 50% de chute parce qu'on découvre des anomalies, on va dire, dans un profil sur deux que l'on recrute. Donc oui, c'est un vrai problème. Si vous regardez bien les annonces aujourd'hui dans les grands job boards, vous verrez que Europhone est toujours placé très très haut et nous avons plus de 100 recrutements par an. C'est pour vous dire, plus de 100 recrutements par an. Alors moi je suis un obsédé du multicanal. Donc sur un patron de TI ou un directeur financier, directeur marketing de TI, on est sur le multicanal. C'est-à-dire on se dit, il y a des canaux, donc LinkedIn, SMS, WhatsApp, mail et bien sûr téléphone. Téléphone, aujourd'hui on téléphone essentiellement sur du portable, qu'on obtient sur les bases de données spécialisées, parce qu'il y a des bases de données spécialisées qui donnent du portable. On a 60% de portables obtenus sur les décideurs que l'on vise. Alors d'abord, il faut s'assurer que le portable soit professionnel pour être RGPD compliance, déjà, le premier élément qu'on exige de nos propres fournisseurs de data. Et puis une fois qu'on s'est assuré de cela, on a ce SMS, enfin ce mixte, voix, SMS, pourquoi pas WhatsApp, mail et téléphone. Et donc c'est ce mélange qui fait qu'on joint les gens aujourd'hui. Et d'ailleurs, ce qui est très amusant, de temps en temps, on a un petit message LinkedIn, et puis on les rappelle, on les a au téléphone. Enfin, il y a toutes sortes de situations. En tout cas, nos collaborateurs sur le TI et le grand compte ont cette consigne de multicanalité. Et ils arrivent à joindre, justement, ces décideurs grâce à ce multicanal. Et il faut donc une vision à 360 degrés. 360 degrés. D'accord. WhatsApp va s'installer comme un canal de prise de contact, ou il est déjà... Il l'est. Il l'est déjà. Nous, on a des groupes WhatsApp déjà. Il l'est. Voilà. Il l'est. Alors, c'est souvent issu de groupes WhatsApp sur des événements sur lesquels on peut communiquer sur les groupes WhatsApp, sur les événements en particulier. Aujourd'hui, nous opérons en multilingue à partir de la France sur l'ensemble de l'Europe. Nous avons des clients européens qui nous demandent de travailler en gros en anglais, en italien, en espagnol, en français bien sûr, je crois que c'est tout. Et donc on peut opérer à l'étranger. Le fait de s'installer à l'étranger n'est pas mon choix. Voilà. Opérer sur les... Mais j'ai eu des dialogues avec des confrères allemands, par exemple, ou anglais. Oui, je pense que le profil dans ces pays... Alors d'abord, la réglementation est différente, déjà. Donc ce n'est pas tout à fait les mêmes profils. Les populations cibles n'ont pas les mêmes comportements que les Français. Donc on a vraiment, chaque pays a sa spécificité. Et d'ailleurs, je suis assez contre les centres d'appel pan-européens qui sont dans un seul pays, avec des gens du pays. Je trouve qu'il faudrait avoir une unité de production dans chacun des pays avec sa propre culture pour être efficace en B2B. Hein. Je dis bien en B2B, qui est le métier que je connais le mieux. Le reste, je ne peux pas me prononcer. Alors d'abord, premier élément de RGPD, nous sommes en B2B, c'est très important de l'intégrer. Donc on n'a pas les contraintes du B2C là-dessus. Et en plus, la réglementation française en RGPD est plus souple que certains autres pays européens. Je pense à l'Allemagne en particulier, mais quelques pays nordiques également. Ça, c'est le premier prérequis. Donc nous, en termes de téléphone, nous émettons des appels avec du 07 d'apparence. Donc c'est numéro de portable. Voilà. Et nous sommes autorisés à utiliser un 07. Et donc cet affichage de 07 est plutôt rassurant que paniquant pour les prospects en B2B. Et c'est le même 07 pour tous les clients, non? Il est affecté. Non, c'est voilà, exactement. On est affecté même client par client et à l'intérieur de chaque agent, agent par agent. Ça coûte cher, mais c'est la partie pris qu'on a fait chez Europhone déjà depuis maintenant 4 ans. Alors d'abord, il faut savoir, Manuel, que c'est très dépendant de la cible B2B. Le pro, la petite TPE, la PME-PMI, le TI et les grands comptes n'ont pas du tout les mêmes statistiques déjà. Ne serait-ce que pour la joignabilité des décideurs déjà, premièrement, et du rendez-vous bien évidemment. Donc on va prendre 2-3 exemples si vous voulez bien. Sur l'approche grand compte à très forte valeur ajoutée, on peut être très satisfait en prenant un rendez-vous tous les 2 jours, si vous voulez. Donc 0,5 par jour, hein, voilà. On peut être très très content de cela. Et puis sur de la PME, un peu, disons 10-50 salariés, on peut prendre 3-4 rendez-vous par jour. D'accord. Et voilà. Vous facturez votre rendez-vous ou non
Ouais. Et sur la fiabilité des rendez-vous, juste avant de répondre à votre question, et sur la fiabilité des rendez-vous, nous, on a un taux global national de 15% de rendez-vous non honorés ou annulés, et donc de 85% validés par nos clients. Voilà. Oui, chez nous, c'est un modèle très particulier. On a une phase pilote qui est forfaitaire avec des objectifs, donc avec une obligation de moyens, bien évidemment, mais avec des objectifs fixés. En revanche, si on ne les atteint pas tout à fait, on n'a pas de sanctions particulières. Et juste après ce modèle économique, on a une phase post-pilote, une phase run, comme on dit, et qui, elle, est variabilisée au niveau des honoraires. Et cette variabilisation d'honoraires, elle dépend de chaque client. On peut avoir du tout variable, comme du 50% fixe, honoraire fixe, 50% honoraire variable, ou 80% honoraire fixe et 20% honoraire variable. Et ce qui est amusant, c'est que les grands groupes ne sont pas très friands d'honoraires variables, figurez-vous. Parce qu'ils préfèrent gérer leur budget à l'avance que d'être sur des aléas. Oui, je peux même vous dire qui. Allez-y. Voilà, c'est un téléprospecteur de Salesforce. Ouais. C'est un Français installé en Irlande, une Française d'ailleurs, installée en Irlande, qui m'a tellement bien argumenté, tellement bien provoqué, qu'elle a pris un rendez-vous en visio, mais pour présenter les services de Salesforce que je connaissais par ailleurs. Donc la marque l'a protégée, bien évidemment. Mais elle m'a tellement bien argumenté en me disant mais si, Salesforce sur les PME, c'est tout à fait adapté. Je vous fais un résumé de la conversation. Et donc j'ai pris un rendez-vous et donc je l'applaudis. Encore, j'ai d'ailleurs, je peux même vous dire son prénom, c'est Apolline. Voilà. Alors, si c'était à refaire, je referais la même chose. Voilà. J'ai vu mes confrères Daniel Julien, Cayazzo et autres devenir des champions internationaux, dont l'un au CAC 40, voilà. Et je les admire beaucoup, mais je ne les envie pas, voilà. Particulièrement. Donc, moi, j'ai une petite PME, sympa, familiale, j'y retrouve un plaisir énorme. Je crois que je connais tous mes salariés par leur prénom. Ça, c'est une fierté.